Hello, je suis Marie-Estride, consultante sensorielle, et je pars à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui ont décidé de changer de vie et de se consacrer à un métier sensoriel. Que ce soit à travers le goût, le toucher, la vue, l'ouïe ou l'odorat, toutes ces personnes partagent une envie commune, celle de la transmission et de la reconnexion à ce que nous sommes vraiment. Partez à la rencontre de ces destins qui ont du sens et de ces passions devenues métiers. N'hésitez pas à partager ce podcast à toutes les personnes qui doutent et qui hésitent à se lancer dans leur projet de cœur. Artisans, le podcast qui vous montre une autre voie. Artisans. 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 Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Clara Onuki, chef en cuisine fusion franco-japonaise Elsie. Clara prend conscience de son impact via l'alimentation en revenant du Japon. Destinée à une vie professionnelle orientée culture, elle cherche avant tout à transmettre. Mais sa passion pour la cuisine devient plus forte. Elle réussit à combiner les deux univers pendant quelques années et continue de semer des graines. Après 2 expériences salariées non concluantes, Clara décide de se lancer pleinement dans la cuisine. Découvrez un parcours, une passion qui devient métier et transmission. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Clara, comment tu vas ? Hello Marie-Astrid, très bien de te voir et de t'entendre, ça me fait du bien, j'en suis très heureuse. Oui, moi aussi, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation positivement. Avec plaisir, avec plaisir. Voilà, je voulais savoir comment tu te sentais ce matin. Eh bien, pour une fois il fait beau aujourd'hui, on se situe dans le sud de la France et on a eu une vague d'orage depuis 3 semaines qui continue encore. Et aujourd'hui, il fait grand beau, donc ça va être une journée un peu sportive, un peu outdoor, comme on dit, à l'extérieur. Et du coup, c'est bien. Ça met en forme. Ça met en forme. Ouais, mais c'est vrai que souvent je le dis, mais les auditeurs ou auditrices ne croient pas. Quand tu es habitué à vivre au soleil, c'est hyper compliqué quand tu n'as plus de soleil moralement, j'entends. Alors que quand tu n'es pas habitué et que tu habites dans une autre région, parce que Clara vit dans le sud-est, tu n'as pas cet impact moral et mental de la météo. Ouais, tu fais avec, en fait, c'est tout, tu t'habitues. Moi, je suis bretonne d'origine et c'est vrai que on vit dans le gris et le mauvais temps, donc on s'habitue à ça. Mais nous, les sudistes, maintenant, voilà, on est un petit peu plus, on a besoin de ça pour être bien. Ouais, mais c'est drôle parce que quand tu regardes les réseaux, là, ça fait polémique, quoi. C'est-à-dire qu'il Eh pleut oui. dans le sud, mais tout le monde le sait, quoi. Et tout le monde C'est- dit, dit arrêtez les Bretons, arrêtez, rendez-nous le beau temps. Alors nous, on kiffe ici en Vendée, mais attends, dis-toi que c'est notre période d'été et maintenant pour nous, et vous allez prendre le soleil après. Donc Ouais, il n'y a pas de problème pour ça. On se vengera après. non, c'est bon, je vous rejoins au mois d'août. Oui. Est-ce que tu peux te décrire, s'il te plaît, belle Clara, de la manière dont tu le souhaites? Alors, soit sous forme de portrait chinois, devrais-je dire japonais, C'est ça. soit, soit ton parcours classique, comme tu as envie. Vraiment, c'est libre. Ok, du coup, accès pro, perso, un petit peu des deux. Ouais, c'est toi qui dis Ouais. ce que tu as envie de nous partager là. Ça marche. Oui, en effet, je demande pro et perso, mais finalement, un petit peu tout est lié. Mhm. Puisque moi, aujourd'hui, mon travail, c'est d'être autour donc, de la cuisine japonaise, d'être autour de cette spécificité-là. Et tout a commencé par la rencontre avec mon mari, puisque il y a 20 ans, on s'est rencontrés au lycée. Déjà, ça passe vite. Déjà. Voilà. Et tout a commencé après un voyage au Japon, pendant nos années d'études. Et c'est un voyage qui m'a littéralement transformée. Ce voyage, ça a été le départ d'une nouvelle vie, complètement. D'accord. Puisque au Japon, il y a évidemment une présence de la spiritualité qui est très importante. Sous toutes les formes, puisque le shintoïsme japonais voit un petit peu des dieux partout, et aussi dans les objets, la nature, Mhm. voilà, dans des choses que nous, on considère pas comme si sacrées que ça. Enfin, en tout cas, Tout à dans fait. On a notre... oublié. Mhm. Voilà. Et ça m'a profondément changée, puisque déjà, ça a été, pour démarrer, une relation avec la nature que je n'avais jamais eue. Parce
que voilà, nous, on s'habitue à ce qu'elle soit là, qu'elle soit présente. Et c'est arrivé au moment d'une conscience écologique un peu plus importante. Après, c'est toujours pareil, quand nous, on s'intéresse à un sujet, est-ce que c'est le moment où, du coup, on se rend compte de l'importance du sujet, ou est-ce Mm. que c'est réellement un problème actuel, politique, etc. Mais en tout cas, c'était les débuts de tout ça. Et pour moi, un moyen de changer et d'intervenir dans tout ça, c'était de changer mon alimentation. Voilà, Ah, d'accord, c'était ça a un été point la de base de départ. la genèse. D'accord, ok. C'est ça. C'était, bon, j'étais en études, rien à voir avec la cuisine au départ, en études de lettres modernes à la faculté de Rennes. Et donc moi j'aimais la culture, c'était ma passion, mais l'alimentation, ça a été vraiment un changement global, physique, mental, enfin très, très général, puisque j'en avais marre de manger voilà, des cochonneries industrielles, puisque j'ai grandi dans les années 90, voilà. Mm. Donc tout ce qu'on connaît de cuisine toute prête, etc. Et ça a été un démarrage pour moi d'une conscience autour de l'alimentation. Et ça a été, en fait, voilà, au Japon, en revenant, j'ai voulu intégrer ça chez moi, dans ma cuisine du quotidien. Une cuisine D'accord. plus saine, plus brute aussi, moins transformée et avec un bien-être qui en suivait. Ça a été aussi une motivation de modifier mon alimentation. Ah oui, c'est parce Et que tu souffrais peut-être de maux digestifs et ça t'a permis, ça a été une clé de résolution de problèmes, quoi. exactement, bah oui, hein, toi tu le connais aussi, ce syndrome Mm. de l'intestin irritable, hein, c'est un syndrome qui Tout à touche fait. d'ailleurs beaucoup de femmes, puisque nous on est beaucoup autour du ventre, hein, comme tu le sais, tu travailles beaucoup là-dessus aussi. Et au final, on se rend pas compte qu'on a besoin, en tant que femme, en tant qu'être humain de manière générale, mais surtout en tant que femme, d'un équilibre Tout à fait. hormonal, un équilibre digestif, un équilibre psychologique. Et c'est Émotionnel, très ouais. difficile Mm. parce que justement les hormones, etc., modifient cet équilibre-là, puisqu'on a des Tout à fait. périodes en haut, des périodes en bas. Et l'alimentation, c'était pour moi une clé, en effet. Tout à Ah, fait, c'était super. ça. D'accord. Je précise juste, je reviens juste en arrière, c'est que ton mari est franco-japonais. Parce que tu disais Voilà, que ça a commencé là, mais du coup, il y avait quand même de exactement. la souche à la base. Exactement, voilà. Donc mon mari est franco-japonais, d'où mon nom Onuki, donc qui est un nom japonais. Donc lui, il est issu d'une famille japonaise et française du côté de sa maman. Donc son papa D'accord. est japonais, sa maman est française, qui elle-même a des racines martiniquaises. Donc on retrouve Le medley. voilà les îles, hein, voilà. Et, Ah, c'est et vrai. donc, c'est en retournant voir sa famille au Japon, c'est pour ça qu'on était partis là-bas ensemble. Que D'accord. voilà. En plus, on est partis presque 2 mois et demi, donc c'était quand même un beau premier voyage, quoi. Mm. Ah oui, parce que tu y es retourné par la suite, il me semble, hein. C'est ça. Donc D'accord. ensuite, quelques années après avoir commencé à faire un peu de cuisine, mais pour le plaisir, j'ai décidé de me former au Japon. D'accord. D'avoir, en fait, ça a pris tellement d'importance dans ma vie et que je trouvais que mon travail, mon métier vers lequel j'étais destinée à la base, donc d'être travaillée dans la culture, était limité dans mon impact. D'accord. Enfin, tu vois, ce côté de dire à quoi ça sert en fait ce que je fais. Mm. Voilà. Oui, le sens, en fait, le sens de ton boulot tous les matins. Tu étais formé pour, tu étais conditionné pour le choix de parcours que tu avais choisi dès le départ. Alors, est-ce que, je te pose une question peut-être personnelle, mais est-ce que ce choix de culture, enfin d'études, était un choix personnel ou plutôt guidé par un conditionnement familial, de se dire, bah, pourquoi pas essayer ça, t'es bonne là-dedans? Ouais, il y a un petit peu des deux. Il y a un petit peu des D'accord, deux. J'ai toujours eu une passion très importante pour la littérature. Voilà. Les livres, dès l'enfance, c'était mon moyen de m'échapper de mon quotidien, de ma vie. Voilà, j'étais plutôt douée à l'école, donc j'avais des bonnes capacités. J'ai sauté des classes, etc. Et, euh, et c'était aussi moi, mon petit univers, la littérature, qui m'avait été amené par mon papa. Et ça a été un petit peu des deux, puisque évidemment, quand tu aimes les lettres, on te prédestine à des études. Bon, pareil pour toutes les options, mais à l'époque, nous, on avait le bac L, donc j'ai fait un ouais, tout bac à fait. littéraire.
Et puis après, j'ai fait un IUT journalisme et je me suis tournée ensuite vers les lettres pour D'accord. compléter tout ça, avoir un diplôme un peu plus pro et ce côté plus universitaire. Mais en effet, on est un peu porté par ce qui est logique, c'est-à-dire tu réussis à l'école, tu continues après le bac et tu fais des études. Et ensuite, tu Mm. trouves un travail, et si possible, un travail reconnu. Donc, Mm. au tout début, je voulais être journaliste. Après, voilà, je voulais travailler en tant que médiatrice culturelle. Donc, voilà, des vrais métiers. Valorisé avec étiquette. Voilà. Mais j'en étais très heureuse et très Oui, fière bien sûr. d'aller vers ce parcours-là. Et puis, il était tout à fait logique. Mais il y a parfois une dissonance entre les passions et la réalité de l'emploi, la réalité Tout à fait. du poste universitaire qui, en fait, on se retrouve sans forcément un travail concret, réel, quoi. Donc, Oui, et rémunérateur qui peut aussi voilà, aider parce que oui, il y a des passions, le temps que ça démarre, le temps que tu en fasses quelque chose de professionnel, peut prendre du temps en fait. exactement. Exactement. Donc, Et donc, tu ouais. disais, que tu as introduit donc la cuisine, dans ton quotidien, j'allais dire de couple et d'amis et puis, tu avais tout c'était un est-ce que déjà tu te disais c'est un side project? Est-ce que déjà tu faisais des choses, vers du public ou ça restait vraiment que chez vous et tu t'intéressais, tu agrandissais tes connaissances? Bah, en fait, c'est vraiment là qu'on peut relier par rapport au côté portrait chinois, justement, de ta première donc, question. Pour moi, le lien de tout ça, c'est le relationnel. D'accord. C'est sans la transmission aux autres, il n'y a rien qui peut se produire pour moi. Vraiment, la base de tout, que ce soit dans les deux cas, c'était la transmission à l'autre. Tout ce que j'apprends, tout ce que j'accumule, je veux le transmettre. Donc au Mmh. départ dans la culture, pour pouvoir être une passerelle entre les œuvres d'art et le public, et Super. après à travers la cuisine dite santé, bien-être, etc., de transmettre des petits codes, des petits, voilà, des choses qui pouvaient changer la vie des autres et voilà, d'avoir son impact comme ça. Et justement, voilà, c'était ça, le démarrage de tout, c'est de ne pas être dans mon coin et justement d'être tout de suite de donner, quoi. Tout de suite de transmettre, tout de suite de partager. Et c'était via un blog? Parce que les réseaux sociaux n'existaient pas tellement à l'époque, comment tu Oui, transmettais? oh, on parle comme des vieilles. Oui, bah, écoute, c'est pas grave, c'est notre cible. C'est les gens qui nous écoutent et ils ont notre âge Ouais, pratiquement, donc c'est pas ils grave. comprendront cette On met toutes de erreur-là. l'acide hyaluronique et voilà, c'est pas grave. Non, non, non. Mais en effet, oui, oui, c'était le démarrage. Alors moi, c'était au début, c'était les blogs américains. Ouais. Au démarrage, surtout que la vague healthy, comme on l'appelle, la vague saine, de la cuisine saine, elle est venue des États-Unis et plus exactement de Californie, puisqu'il y a Mmh. vraiment une opposition entre la cuisine californienne et puis de New York, Américaine. etc., de la Ouais, tout à fait. capitale, plus fast-food, etc. Donc ça s'est développé par là et après c'est arrivé en France, D'accord, disons dans les années 2010, on va dire, voilà, à peu d'accord. près. Et Donc il y avait les blogs, enfin les blogs américains, c'était quoi comme, genre de blog? oui, c'était des blogs cuisine, quoi, hein, voilà, avec D'accord. des recettes, avec un axe vegan ou sans gluten ou anti-allergène. Ou en fait, c'était tout simplement changer d'alimentation. Il y a eu la vague avec Gwyneth Paltrow, l'actrice. Tout à fait. Ouais, c'était une des pionnières un peu Ouais, qui a lancé gourou. des plein de livres, et qui a créé des lives aussi beaucoup depuis le confinement, je crois. Elle faisait pas trop de live avant. Ouais, c'est ça, exactement. Donc ouais, bon, gourou dans le bon sens du terme, c'est-à-dire vraiment d'amener ce côté healthy avec un côté positif, péchu et non pas restrictif, qu'il Oui, y a d'accord. déjà eu avant avec bien sûr les régimes, les diets, tout ce que tu veux, manger plus sain, mais c'était que pour l'apparence physique. Là, Tout à c'était fait. vraiment le Mmh. bien-être global en incluant l'alimentation comme pilier. Bon, ça, c'est présent dans toutes les cultures, on va dire, orientales, hein, Oui, euh, ancestrale, j'allais dire, ouais. Mmh mh. ancestrale en Inde, la médecine traditionnelle chinoise, la cuisine bon, bah, japonaise, du coup c'est mon credo, mais Ayurveda en et effet ça cetera. existe Ouais. depuis toujours. Mais nous, on n'a pas cette approche religieuse, philosophique-là.
dans l'alimentation. En France, on est vraiment dans la consommation pour le plaisir, la gastronomie pour le plaisir. Et aux États-Unis, c'était aussi dans ce côté très gras, très sucré, plaisir. Et se Donc, du coup, remplir, en fait, il y avait vraiment ce côté-là américain. exactement, exactement. Et l'après-guerre, enfin tout ça, il y a Mmh. tout un parallèle socio, voilà, Éco autour aussi, de. enfin, ouais, tout à fait. C'est ça. Et donc voilà, c'est venu avec cette vague américaine et puis prendre soin de soi, avec un parallèle sur le bien-être physique aussi, physique et psychologique, le bien-être mental, la méditation, le yoga, enfin bref, il y a Mmh. eu voilà cette vague-là. Et après, c'est venu en France. Moi, j'ai découvert la cuisine saine, santé, via Valérie Cupillard et ses ouvrages sur la cuisine bio. Au départ, c'était D'accord. ça, c'était vraiment la cuisine bio, pas forcément végétalienne ou végétarienne, mais cuisine bio. Et puis après, voilà, il y a eu des blogueuses, donc Cléa par exemple, qui est aussi très intéressée par la cuisine japonaise depuis le début. Ça a été pour moi mes piliers de démarrage de cette cuisine un peu fusion. Mmh. Franco-japonaise, franco-healthy, ça fait un petit micmac, mais voilà, cuisiner avec du tofu soyeux, cuisiner sans beurre, moi qui suis bretonne, c'est Bah voilà, oui, le péché. c'est révolutionnaire dans ma cuisine, moi qui cuisinais tout au beurre. Mmh. Mais voilà, c'est plein de petites choses comme ça voilà, qui sont nées dans cette période-là. Et puis voilà, ça continue encore aujourd'hui, hein. On est vraiment ça a été un virement vers ça, quoi. C'est un virage, pardon, vers cette nouvelle manière de consommer, quoi. Ouais, donc 2010, toi, tu marques le début en fait de cette mode. Parce qu'au début, c'était plutôt une mode, mais de ce courant, Tout à on va fait. dire, de changement de paradigme, quoi, de consommation. Donc toi, tu te mets à écrire un blog pour transmettre tes connaissances et semer des graines. C'est un peu ça. Et Voilà. parallèlement, tu continues ton métier dans la culture et en Bretagne. Exactement. Donc à ce D'accord. moment-là, j'étais encore étudiante, hein, en 2010, les D'accord. premières années 2010-2012, je finissais mes études, je faisais mes stages dans les théâtres, dans les galeries d'art, etc. Et j'avais mon petit blog de recettes, bon, hyper simple, hein, je l'ai fermé bien sûr depuis, mais c'était des trucs vraiment tout bêtes, mais c'était les débuts de cette volonté de transmission. Mais j'ai pas continué là-dedans par manque de temps. Bon, c'était pas rémunérateur aussi, hein, faut dire ce qui est. Mhm. Aujourd'hui, c'est devenu avec Instagram, etc. Parfois plutôt rémunérateur, mais en blog, à moins de se faire sponsoriser, etc. C'était compliqué. Donc c'était beaucoup de temps, et je suis pas partie dans ce sens-là de la D'accord. transmission par l'écran, on va dire. Je suis partie D'accord. plus dans l'aventure humaine. Ah oui, donc peut-être dans des cours de cuisine. Tu as essayé Exactement. de. D'accord. Donc en fait, il y avait des associations franco-japonaises, et Mhm. tout ce que je commençais à apprendre de la cuisine japonaise de par mon premier voyage et après mes recherches à travers les livres, voilà, on y revient au bouquin. Super. Mais voilà, donc c'était vraiment la volonté de transmettre, et j'ai commencé à donner des petits cours comme ça. Ah ok, super, avec les assos. Voilà, avec les assos. Puis après, dans la chambre d'hôte de ma belle-mère, qui était donc Mhm. dans le sud de la France à ce moment-là. Et donc de faire une sorte de table d'hôte et cours de cuisine pour l'aider, hein. En fait, au départ, c'était vraiment pour l'aider, lui donner un coup de main lorsqu'on cherchait du travail après nos études. C'était de la volonté de lui donner un petit coup de main. Et c'est là que ça a été révélateur pour moi. Là, ça a été Mhm. vraiment... j'ai eu mon diplôme en juin. L'été, juillet, août, on a commencé à travailler un peu dans le tourisme, hein, puisque chambre d'hôte, c'est lié avec les étrangers. Et début de l'hiver 2012, je commençais mon aventure de cours de Culinaire. cuisine. Voilà. Et donc, dans ce moment-là, vous dites, on cherche du travail, mais on redescend dans le sud. Enfin, toi, tu descends, du coup. Tu avais ce besoin, ou cette envie de nouvelles vies aussi, de nouvelles régions? En fait, nous, moi, j'étais retournée en Bretagne pour mes études dans une volonté de retrouver mes grands-parents, puisque étant âgés, ils pouvaient plus se déplacer dans le sud de la France pour nous voir, ma sœur et moi. Et du coup, voilà, envie de profiter d'eux. Bon, moi, C'est tu chouette. vois, mon grand-père est décédé entre-temps, donc au final, c'était vraiment des moments très, très importants pour moi. Mais ma vraie famille, ma famille, mon cœur de famille, mes parents, ma sœur, étaient dans le sud. Donc du coup, il y a D'accord. eu cette volonté de repartir au soleil, vers ma famille proche. Et puis, puisque une fois qu'on termine les études, on se dit,
bon, bah là, je vais m'installer. Là où je vais trouver Oui, du tout à fait. travail, c'est là où je vais me poser. Bon, avec possibilité de changer, comme toi, tu l'as fait, tu vois. Mais on se dit quand même, il faut choisir, quoi. Et Ouais. en allant au cinéma voir La fille du puisatier de Marcel Pagnol, enfin adapté de l'ouvrage de Marcel Pagnol, on a revu toute cette ambiance un peu, voilà, pétanque et Du cigale. garrigue. Voilà. Et du coup, on s'est dit, bon, on va retourner dans le sud. Et puis, bon, c'est vraiment profilé dans le bon sens parce que ma belle-mère avait besoin d'un coup de main l'été en pleine saison pour sa chambre d'hôte. Et puis, voilà, ça s'est fait comme ça. Et oui, c'était écrit, n'est-ce pas? Exactement. Et donc là, tu arrives donc en 2012 et là, c'est là où tu bascules. Tu bascules en te disant, j'ai trop aimé, je veux faire ça. Et donc, tu n'étais pas formée, hein, à part tes propres formations et le côté autodidacte. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu reprends des études ou une formation? Alors, pas du tout. Du coup, 2012, je me dis, j'adore ça, vraiment. Donc, je commence à faire des cours. Mais je savais pas sous quelle manière de le faire, puisque c'est complètement bizarre en fait, donner des cours de cuisine comme ça lorsqu'on n'a pas fait des grandes écoles de cuisine, c'est particulier, mais j'y ai jamais vu trop de problèmes. Et puis je le faisais un petit peu, voilà, sous le mode associatif, c'était pas très cher, etc. Je faisais beaucoup de cours individuels, donc c'était plus dans le plaisir, mais j'ai continué quand même à chercher du travail et je l'ai trouvé d'ailleurs, hein. J'ai fait D'accord. beaucoup de missions en communication entre temps. Et jusqu'à 2013, jusqu'à fin 2013, j'ai travaillé dans la culture. Voilà. D'accord, ok. Mais j'avais toujours cette idée de switcher, mais sans que ce soit hyper concret. Et puis, bah, toujours démotivé, comme tu le sais, Mm. par les contraintes. Oh, il faut que je me lance. Oh, qu'est-ce qu'on va penser? Et puis, mince, j'ai fait 5 ans d'études. Et puis, ça n'a pas été facile quand même, hein. Mm. J'avais des petits boulots étudiants sous-payés pour faire du ménage, de la garde d'enfants. Donc, on se dit tout ça pour rien, tu vois. C'est Ouais, un tout à peu fait. dur. Un peu Mm. dur. C'est l'ego, hein. L'ego de dire, bah non, je peux pas, j'ai fait tout ça pour des études, je vais pas être payé tant, ou je vais pas faire, voilà, je mérite mieux, quoi. Je mérite mieux Mm. et l'image Ouais, tout à des fait, autres. ouais, tout à fait, ouais. Parce qu'honnêtement, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, surtout depuis la période Covid. On a vu beaucoup de reconversions vers les métiers de l'artisanat. Mais à l'époque encore, les métiers de l'artisanat, c'est pas un signe de réussite professionnelle. Enfin, pour Mm. beaucoup de gens. Et c'est Ah, c'est triste, vrai. d'ailleurs. Bah, D'ailleurs, pour la génération de nos parents, en fait, c'est exactement ça. C'est la ouais, génération où on ne sait pas ce que tu veux faire, tu sais pas faire grand-chose ou t'es pas très doué à l'école, tu vas aller faire tout à fait. mécano. Bah, mes parents sont coiffeurs, donc artisans. Mm. Tu vas aller dans ces voies-là parce qu'on ne sait pas trop. Voilà. Aujourd'hui, c'est des métiers de passion parce que c'est des métiers difficiles aussi, hein, Tout à physiques, fait. tout ça. Donc c'est beaucoup des métiers de passion. Et en allant vers la cuisine, j'avais vraiment cette image-là. Bah, en fait, tu retournes à un niveau CAP, quoi. Enfin, voilà, et c'est horrible à dire, hein. Vraiment, c'est très Non, dur. mais j'entends parfaitement, j'entends Mais parfaitement. mais il y avait vraiment ce questionnement-là. Et puis Et surtout de se dire, ou de l'entendre, mais tu pourras pas gagner ta vie avec ça. En fait, c'est bien, t'es doué, tu sais faire, mais en fait, c'est pas un vrai métier. ouais. Tu vois? Et puis la C'est ça, en fait. démotivation des autres. Oui, Tu sais, la cuisine, c'est pas si facile que ça. Il y a beaucoup de contraintes, c'est des horaires compliqués. Mais dès le début, j'étais pas dans cette optique de travailler dans les restaurants. Enfin, il faut vraiment d'accord. se rendre compte que, bon, bien sûr, après dans mon parcours, on le verra, mais j'ai dû passer par là. Mais c'était pas du tout dès le début. C'était pas, je veux travailler dans un restaurant. C'était vraiment, je veux transmettre une cuisine santé pour les gens au quotidien. Voilà. Ouais, et semer des graines et de transmettre en présentiel. Voilà. Ok, Par quels d'accord. moyens? Je ne le savais pas encore. J'avais eu cette petite idée dans la table d'hôte, voilà, des petites, mais j'en savais pas plus à ce moment-là. Il y a vraiment que D'accord. en 2013, fin 2013, que j'ai su quelle voie prendre, quoi. Et qu'est-ce qui a marqué ce changement? Qu'est-ce qui t'a aidé? J'ai fait 2 missions en communication, dont un poste en médiation culturelle slash accueil au MUSEM pour Mhm. l'année de la culture. Donc on ouvrait ce musée à Marseille, ce grand musée national à Marseille. Et ça a été une de mes dernières aventures dans ce milieu-là. Et ça a été extrêmement difficile, déjà de m'adapter. C'était très, très, très dur physiquement aussi. On travaillait, bon, c'est le lancement d'un musée, donc on travaillait tous les week-ends, etc. Et les salaires n'étaient pas adéquats.
clairement. En D'accord. fait, c'est dur, hein, parce qu'on se dit, ah, l'argent, c'est pas ça qui... Mais ça contribue quand même à se dire, j'ai fait beaucoup d'études, je travaille tous les week-ends et je gagne un SMIC. Alors, il n'y a pas de... Voilà, c'est pas un problème, hein, mais je trouvais ça pas très adapté. Et en plus, ça ne faisait plus de sens pour moi. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'on avait un public extrêmement difficile, pas habitué au musée. Euh, En gros, c'était le bordel. Voilà, c'était le bordel. Marseille, c'est Disons-le. une ville sauvage, Mm. voilà, que j'adore pour plein de raisons, mais qui est sauvage. Donc, c'était un Tout à fait. public pas du tout dont j'avais l'habitude, parce que c'était pas un public habitué à des musées nationaux comme ça. Donc, on a dû tout revoir le musée parce qu'il y avait une accessibilité des œuvres d'art, même physique. On était à 1 mètre des œuvres qui n'étaient pas vitrées, chose qui était depuis longtemps mis en place à Paris. Mais là, ça n'a pas été possible. Les gens montaient sur les œuvres d'art, ça a été compliqué. Alors, je ne veux pas du tout donner une mauvaise image de Marseille, mais on avait un public d'enfants, par exemple, qui n'était pas Mm. habitué à tout ça. Et ça a été vraiment extrêmement difficile de tout revoir, le musée, sa conception, etc. Bon, nous, on n'était pas dans la direction, mais ça a été une aventure vraiment compliquée. Et après, j'ai travaillé dans une petite association de jazz pour faire un peu de communication. Et puis, j'ai eu des soucis de santé à ce moment-là. Et tu sais, des signes. Tu sais, Mm. c'est vraiment, tu sens que tu mets tout ton C'est... cœur et puis ça Mm. marche pas. Et tu te dis, mais Ouais, c'est pas OK. pourquoi? C'est pas Mm. OK. Et si tu t'écoutes pas, bah, tu continues jusqu'au burn-out, en fait. Mm. Tout à fait. Parce que Mais c'est le corps, de toute façon, il t'envoie les signaux avant, hein, ou pas, c'est mais ça. en tout cas, il faut les écouter, quoi. Exactement. Donc, je dis, il y a un truc qui bloque. Et tu sais, moi, je suis très sur les rythmes de l'année. Là, tu arrives en fin d'année. Et je me suis dit, là, il faut que ça change. 2014, je veux autre chose dans ma vie. Et je reçois, en fait, j'avais fait un stage avec justement Valérie Cupillard, cette autrice de livres de cuisine, qui faisait un stage à Vitrolles, donc dans notre coin. Et je vais chez elle, ça se passe super bien. Elle voit que je suis passionnée. Et elle me dit, il y a un resto bio qui ouvre à Aix. Ça ne tenterait pas d'essayer une aventure dans la cuisine, quoi. Et je dis, bah, why not? En fait, là où j'en suis, de toute façon, pourquoi pas? Puis ce sera une expérience. Donc je les appelle comme ça au culot. Voilà, je viens de Valérie Cupillard qui les avait un peu aidés pour l'ouverture du restaurant bio. Et puis ils me disent, bah ok, bah viens faire un essai. On te donne 15 jours. Tu testes. Trop Si bien. ça te plaît et que nous on est content de ton travail, et bah let's go, quoi. Trop bien. Mais OK. sauf que c'était pas un poste. Enfin, c'était quand même un poste à responsabilité, tu vois. C'était, D'accord. bon, pas chef parce que j'avais pas une brigade, mais enfin, tu vois, c'était cuisinière principale. Il y avait déjà une cuisinière sur place qui était là, mais on avait besoin d'être deux, donc il y avait besoin d'un coup de main et d'avoir une approche aussi diététique, etc. Parce que, bon, bah, quand tu ouvres un restaurant bio, il y a aussi cette part de public et de clientèle là. Et c'est comme ça que tout a commencé. Voilà, donc j'ai tout laissé Ah, OK. tomber. J'ai dit à mes parents, je retourne sur Aix parce que Marseille, c'était trop compliqué, ça l'a pas fait. Je retourne sur Aix. Ah, d'accord, très bien, mais dans la cuisine. Ah, pourquoi? Merde. Tu veux pas faire autre chose? T'as essayé de Pourquoi? postuler là? Ouais, et d'ailleurs, hein, ça a pris beaucoup de temps. Aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans, hein, du coup, hein, 2013, bah voilà, 10 ans. Mm. Mes parents, enfin en tout cas ma maman, a mis beaucoup de temps à dire aux autres, par exemple, que j'étais cuisinière et non pas dans l'administratif, quoi, tu vois, parce que j'ai gardé un boulot à mi-temps, Mais est-ce qu'elle justement. aurait pu dire chef? Est-ce que c'était plus valorisant? Bah maintenant, elle le dit, parce que je le suis, parce que je me suis Ouais. auto-nommée chef. Bah oui, tu t'es Moi, autorisée à être chef. I'm the boss. OK, you Voilà, know? je suis la CEO de ma propre entreprise. Donc, je suis la chef. Carrément. Donc, Voilà. Mais aujourd'hui, elle le dit, mais il a fallu du temps parce qu'en effet, j'étais pas là-dedans au départ et il a fallu faire ses preuves aussi. C'est normal. Normal. alors oui, mais tu vois, parce que je rencontre la même problématique. Eh bien, maintenant, avec la maturité, même si je suis pas très âgée, hein, mais je fais fi de ça. En fait, c'est difficile, hein, mais je me dis, bah, écoute, c'est ton problème. Enfin, c'est le problème des gens s'ils sont pas ok avec ça, parce que ça leur renvoie peut-être quelque chose. Mais en tout cas, si c'est ok pour moi, c'est ça la différence aussi. Et c'est ça qui est la plus grande difficulté. C'est ok, je mets les écoutilles, je mets les œillères et tout ça, et je n'entends pas, je ne vois pas. Est-ce que je suis ok avec moi? Est-ce que moi, je m'autorise à? Et tu vois, tu l'as dit, je m'autorise à dire maintenant je suis la boss et c'est ok et je suis chef. Et ça, c'est un grand pas. Et je pense que c'est aussi ce pas-là qui permet aux autres de respecter
ton nouveau choix de vie, d'en Oui, parler. Alors que quand tu dis oui, alors j'imagine un peu de cuisine, un peu le week-end, etc. Bah en fait la crédibilité, tu te l'autorises pas à toi, donc pas les du gens vont tout, pas te la donner. pas Donc du tout, tu vois. pas Bon du bah tout. c'était une aparté Bah oui, mais personnelle. c'est très juste. Non, c'est très juste. Donc voilà, ça s'est profilé comme ça. Donc, tu arrives en restaurant avec. Alors, est-ce que, du coup, tes croyances étaient justifiées? C'est-à-dire, la restauration, c'est dur, tu verras, tout ça. Ouais, Ouais. ouais, ouais, j'en ai chié, ouais. Ouais, ouais, c'était dur parce que bah, lever à 5 heures du mat, D'accord. t'es pas assis au bureau, c'est très physique. La cuisine était située en sous-sol, sans climatisation, parce qu'on n'a pas le droit en cuisine. Ok. D'accord. Normalement, après, bon, il y a des restaurants qui, genre où il y a de la pâtisserie, tout ça, ils peuvent mettre une climatisation, mais nous, on ne l'avait pas. Il faisait 40 degrés en cuisine, c'était extrêmement éprouvant. J'étais pas du tout au contact de la clientèle, donc ça a été aussi c'est un Hmm. élément assez important pour expliquer la suite. Mais ça a été très formateur parce que la cuisine, c'est Hmm. une rigueur telle, mais il faut passer par là. Déjà parce qu'il a fallu passer les normes d'hygiène, donc ça c'est indispensable en restauration, savoir comment ça fonctionne, apprendre la découpe de plus en plus rapide, voilà, parce qu'on avait un service à tenir, donc le stress aussi. C'est pas qu'un métier de plaisir, hein, de Tout à fait. partage de faire la bouffe. C'est un métier de stress, beaucoup de stress. Et moi, justement, c'est quelque chose que je n'aime pas. Hmm. Ça fait bien sûr partie de moi, beaucoup même, mais Oui, mais du coup, tu l'as appris à le respecter, ça, de dire maintenant, je veux plus. c'est ça. Ouais. Donc ça a pris du temps, mais il a fallu passer par là. Tu sais, c'est toujours des trucs qu'on se dit, les expériences de la vie, quand elles sont difficiles, c'est pour mieux enfin, rebondir derrière. C'est pour Tout à fait. apprendre toujours. Tout à fait. Et moi, sans cette expérience-là, j'en serais pas là aujourd'hui. J'aurais pas la même Hmm. conscience professionnelle sur tout ce que ça engage, hein, la restauration, la cuisine, cuisiner pour les gens, la responsabilité d'un produit qui arrive à péremption que tu ne peux pas servir. Voilà. Et c'est des règles qui sont obligatoires, puisqu'aujourd'hui, je fais ce que je veux. Si moi, ma date de péremption, elle est dans 2 jours et que j'estime que c'est OK, je le sers. Si la date de péremption, elle est aujourd'hui et que j'estime que c'est OK, je le sers. Ma responsabilité, D'accord. elle est là à 100%. Donc ça m'a appris ça, ça m'a appris cette La rigueur de me dire, rigueur. Ouais. voilà, il est hors de question de servir à un client un produit qui est limite. D'accord. C'est niette, voilà, ça n'existe pas. Et en cuisine, bon, bah, on a les normes d'hygiène les plus strictes après la santé, D'accord. après le soin. Voilà, donc on a des obligations de propreté, d'hygiène qui sont très très importantes. Et voilà, il a fallu passer par nous. Mais je sentais que c'était pas encore la réponse. Donc tu vois, Ah, ok. ça a continué à grandir en moi. J'étais dans la bonne voie. Le restaurant, entre-temps, bon bah Aix-en-Provence, hein, tu connais, les coûts des loyers étaient très élevés, donc ça a fini par fermer. D'accord. Et je me suis retrouvée là. Aujourd'hui, j'ai qu'une expérience de quelques mois en cuisine, bon, avec des responsabilités, mais quand même, sans diplôme dans la cuisine. Et est-ce que je vais chercher un boulot dans la cuisine? Qu'est-ce que je fais en fait? Hmm. Donc Rebelote, interrogation, fin 2014, quoi. voilà, exactement. J'étais même fin de l'été 2014 et je me dis, bon, bah, je vais travailler dans un magasin bio. Ok. Voilà, je me dis, tiens, ça peut être pas mal un peu la vente. Comme ça, tu vois, j'étais au début de ma carrière. En plus, j'étais ouais, encore jeune, 24 ans. Tu te dis, bon, allez, je vais tester des choses. Bien sûr. Je vais tester des choses. Donc, je travaille dans un magasin bio. Ça m'apprend les produits parce que quand tu es cuisinier, il est indispensable de bien connaître ses produits. Donc, Hmm. ça m'a permis Très bien. d'avoir cette Hmm. expérience-là. Donc, je suis partie. J'ai eu une expérience de chef à domicile pour une petite famille qui était sur Aix. C'était une super expérience aussi. Donc, une famille où les parents n'étaient pas toujours sur place, avaient beaucoup de déplacements et voulaient quand même que leurs enfants mangent sainement. Donc, du coup, je faisais Hmm. les petites courses et je leur préparais des repas pour quelques jours. Trop bien. Donc, je cuisinais avec la vapeur, je cuisinais avec des produits locaux, je cuisinais, voilà, c'était un petit peu le credo, et végétarien, du coup, D'accord. voilà. Ça m'a appris encore d'autres choses, et puis de fil en aiguille, je me suis dit, tout ça c'est cool, mais si je veux monter, il faut que je me forme. D'accord. Parce que, comme tu le dis très justement, c'était complètement autodidacte. Hmm. Et malgré toutes ces expériences-là, il me fallait quelque chose. Mais moi, tout ce qui me plaisait, c'était vraiment la cuisine japonaise. Ah, ok. Donc là, tu étais C'était éloignée de ça, en fait. Tu Ouais, t'es bah éloignée, après, sauf à la maison, quoi. c'était important d'avoir cette approche de la cuisine santé, puisqu'elle est restée aujourd'hui, hein. Je fais aussi des cours de cuisine
végétarienne, etc. Et donc c'était très présent, mais voilà, mon truc, mon business plan, c'était de partager cette cuisine japonaise qui était aussi à la mode. Enfin, faut dire ce qui est, il faut surfer sur les trucs qui marchent, hein, Ah, tout sinon à ta fait. boîte, elle marche pas. Si tu fais des trucs qui sont pas connus, ce sera plus difficile. Donc autant commencer par quelque chose qui est connu. Donc voilà, après j'ai continué mon expérience. J'ai pris un boulot à mi-temps pour avoir une sécurité financière qui était tout à fait intéressant, mais voilà, qui n'était pas dans ma voie. Et je suis partie donc au Japon en 2015 pour me former à la cuisine japonaise. Voilà. Super. Et t'es partie un mois, c'est ça, hein? Je suis partie 2 mois et demi. Ah oui, ah oui, ok, Puisque les visas au Japon, c'est 3 mois maximum. Donc, d'accord. j'ai fait quasi. Je suis partie en septembre, je suis rentrée en novembre. Le lendemain d'ailleurs des attentats du Bataclan. Ah oui. Donc, vraiment à ce moment-là. Donc, je suis revenue dans une France très compliquée. Mmh. Mais c'est vrai que c'était indispensable pour moi de passer par là et d'aller au Japon toute seule. Je le précise Mmh. parce que c'est très important. Non, bien sûr, et de te réaliser déjà en tant que femme toute seule, d'aller, d'oser dans cette culture-là, d'y aller pour toi. C'est ça, Et ça fait partie du chemin aussi, tout à fait. et féminin et entrepreneur. Et je Exactement. pense, comme tu disais très justement, ça fait partie aussi de la femme que tu es aujourd'hui. Et de la relation aussi perso-pro. C'est ça, exactement. C'était Mm. vraiment une mission de vie à ce moment-là. Je me suis réveillée, j'ai dit à mon compagnon, bon, bah en fait, je vais au Japon. Il me dit, ah, génial. Je dis, mais sans toi. Ah, Ah merde. bah lui, bon, il était déçu, mais et puis bon, je m'accrochais beaucoup à lui par problème de la langue, hein, puisqu'il était bilingue, enfin il est bilingue, donc voilà. Mais voilà, c'était le challenge parce que je n'ai jamais vécu seule. Moi, j'ai vécu chez mes parents. Après, je me suis mis en couple très jeune. Et l'expérience de la solitude, elle est primordiale en tant Ouais, qu'adulte, en fait. Découvrir qu'on peut. Il n'y a que sur soi qu'on peut compter. Donc, let's go. Sac à dos. Barrière de la langue, barrière, voilà, cette relation d'étrangère dans un territoire, faut dire ce qui est, hein, assez fermé. C'est tout un à fait. archipel, le Japon, pas très ouvert sur l'étranger. Mm. Voilà, montrer que je voulais apprendre la cuisine japonaise, mais eux, ils ont une telle vision de la cuisine japonaise que ça peut pas sortir de leur île, tu vois, alors que D'accord. il y avait déjà la mode du sushi aux États-Unis, il y avait déjà la mode du sushi en Europe, mais eux, c'est pas ça le sushi. Il y a tellement une Mm. autre vision des choses. C'est un art au Japon, Et mais les moi, je maîtres voulais, sushi, ouais. c'est Mm. ça, les maîtres sushi. Mais moi, je voulais pas prendre ce truc-là. Je voulais D'accord. vraiment moi, mon objectif, c'était de me former à la vraie cuisine japonaise traditionnelle, familiale, qu'on peut cuisiner Mm. tous les jours à la maison pour que mes élèves ensuite en cours de cuisine puissent les refaire. Voilà, Ouais. Mais tu avais déjà cette volonté, du coup, de te dire, je vais apprendre pour transmettre et revenir à du cours, la transmission comme ça, en cours. c'est ça. D'accord. Donc, en fait, quand je suis partie, j'avais donc encore mon boulot à mi-temps et je me suis dit, bon là, je vais me former pour pouvoir donner des cours de cuisine. Parce qu'en fait, je voulais être dans la cuisine, mais dans la transmission. Donc d'avoir vraiment cette passerelle de tous les métiers que j'avais pu faire entre la cuisine, le bien-être, se sentir mieux, voilà, et bah, en fait les gens, voilà, tout simplement l'humain, C'est ce qui quoi, t'avait manqué au resto, quoi. complètement. C'est ça. D'accord. Donc tu vois, Donc tu arrives en novembre, ouais, ouais, excuse-moi. Ouais, ça s'est ça s'est, vachement bien goupillé, en fait. ça s'est Ouais. construit tout seul, Mm. mais sans perdre son fil. En testant des nouvelles choses, en testant, voilà. Mais toujours pareil, ce questionnement. Bon, alors maintenant, ça fait 2 mois que j'ai fait cette expérience. Qu'est-ce que je fais? Ok, je me recentre. Tu sais, on parle beaucoup de l'ikigai, Mm. donc c'est une manière japonaise de se dire le sens de sa vie, l'ikigai, sa mission de vie. Et je pense que c'est super important de l'avoir pour pouvoir garder un fil conducteur tout au long de son Ouais. parcours pro, perso, peu importe, mais c'est assez intéressant. Ouais, et pas partir tous azimuts, quoi. Toujours revenir au centre. Bah, après, tu vois, tu testes les expériences, tu écoutes ton cœur, puisque là-dessus, Mm. c'est que du cœur, de l'intuition, hein, franchement, et du résultat économique, on va dire. Voilà. Ça marche, ça crée de l'argent, ça crée de l'énergie, ça marche, je continue là-dedans. Ouais, tout à Mais fait. si c'est en accord avec mes valeurs, voilà. Oui, si je suis alignée avec ça et C'est si ça, c'est OK. Ouais, ouais, c'est ça. OK. Donc, tu vois, c'est tout ce petit trio, ça fonctionne pour toi, dans ton cœur, ça fonctionne dans ton intuition, ça fonctionne dans ta logique.
ça fonctionne économiquement, ok, let's go. Ouais, j'y suis. Ok. Voilà. Oui, et puis de pas s'empêcher de rectifier au besoin, quoi. C'est ça, on teste. Il y Mm. a beaucoup d'entrepreneurs d'ailleurs qui injectent énormément d'argent au départ de leur création d'entreprise. Et hop, échec. Bon, bah, qu'est-ce que Ouais. tu veux? Tu t'arrêtes pas là et tu retournes pas dans un boulot salarié, en fait. Enfin, Enfin, si, t'essayes. Et puis tu reviens vite et tu entrepreneur. reviens vite. Voilà, tu reviens. Donc, tu réessayes un autre truc. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un parcours lisse, hein, c'est un parcours semé Non. d'embûches et que tu ta propre ennemie, hein, puisque Ah, tes doutes, complètement. c'est toi, tu es ta propre ennemie. C'est toi qui te mets les Justement, bâtons dans les ouais. roues. Justement, c'était une de mes questions, c'est justement qu'est-ce qui t'a aidé dans ces périodes de doute ou de remise en question à chaque fois à la fin de cette d'expérience, par exemple après la cuisine ou après à ton retour du Japon. J'imagine que tu t'es dit, attends, comment je vais faire pour transformer ce que j'ai appris, etc. Est-ce que tu as mis des choses en place? Qu'est-ce qui t'a aidé à vaincre ces peurs et ces doutes? Bah, grâce au fait d'avoir un boulot salarié, déjà, ça me permettait une sécurité financière. Donc ça, c'est une chose. Et en rentrant en France, j'ai commencé à donner des petits cours plutôt particuliers, individuels, de cuisine. Donc évidemment, c'était pas forcément rentable au début, mais ça me faisait la main. On commence toujours par là. Et de fil en aiguille, j'ai créé une base de clientèle assez importante. Et ça s'est fait comme ça. Et ça m'a donné confiance. Les gens m'appelaient, ça marchait, les gens revenaient. Hmm. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, on va développer le site web, on va créer des propositions, on va... J'ai fait des rencontres extraordinaires avec Nina Bossard, par exemple, qui est une naturopathe sur Aix. Donc, créer du lien entre la naturopathie, la cuisine, puisque c'est un fondement hein, de la naturo, l'alimentation. Voilà, créer des liens un petit peu partout. Donc, j'avais mon petit boulot salarié, rien à voir. Je travaillais dans une entreprise, mais dans laquelle j'étais très bien. Voilà, c'est important de le Ça aide. préciser parce que Ouais, ouais, ça aide. en tant qu'auto-entrepreneur, on peut toujours dire ah j'ai un boulot de merde salarié du lundi au vendredi. Bah moi, il me sécurisait et il me faisait du bien puisque Hmm. j'étais entourée de gens et à qui je parlais d'ailleurs de mon autre boulot qui trouvaient ça très intéressant aussi et j'étais bien mis en valeur aussi dans mon travail. Donc j'étais sur un très bel équilibre. J'étais pas en souffrance. J'ai un boulot salarié et ça m'embête dans la D'accord. construction de ma boîte. C'était très important au départ de l'avoir cet équilibre-là. Et donc, du coup, j'ai continué à faire des cours, j'ai eu mon site et ça a développé. Voilà, ça s'est Hmm. développé tout seul. J'ai eu beaucoup de chance d'être encore dans une période où Instagram n'était pas encore si développé. Donc, D'accord. j'avais Facebook, bien sûr, ça c'était aussi le lancement. Et au départ, la communication se faisait beaucoup plus facilement. On Hmm. peut en témoigner d'ailleurs, hein, ceux qui étaient là dès le début ont eu beaucoup plus de réussite. Aujourd'hui, créer sa place, c'est beaucoup plus difficile puisqu'il y a une proposition très 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 importante sur les réseaux sociaux. Donc créer sa place, faire sa place et gagner sa vie avec ça, ça peut être plus difficile. Moi, j'étais vraiment au tout début en France, c'était les balbutiements d'Insta et j'étais sur Facebook et ça s'est fait comme ça. Et puis je voyais qu'en fait, en mettant, tu sais, Google Analytics là sur ton site internet, qu'il y avait de plus en plus de visites. Hmm. En fait, ça s'est bien goupillé puisque mon site, les gens le visitaient parce qu'ils en avaient envie. Parce qu'en fait, Google, c'est ça, Hmm. c'est le client à la base qui a un besoin. Oui, qui tape Je, dans la barre de recherche, je veux un coup. Ouais. Et c'est pas de la patage comme sur les réseaux sociaux. c'est exactement ça. Je Mm. n'ai pas eu besoin d'une communication, d'un lancement de communication sur les réseaux. La demande était présente et j'en ai profité. Voilà. Ah, génial. Et donc là, tu partais. Donc on est en 2015-2016. Et donc là, c'est le début de ton lancement, quoi. Clairement, le Voilà. début de cette folie qui est ta vie aujourd'hui. Mais alors, non, mais c'est vrai. Et alors, ça n'a pas été tout lisse, Non. j'imagine. Et justement, comment tu peux analyser là, ces 7 dernières années Du coup, déjà? en effet, 2016, c'était le début. Donc moi, j'ai créé ma boîte en 2014. Voilà, comme ça me permettait d'avoir un numéro de SIRET, de faire des factures et puis d'avoir une légitimité. Hein. De Bien toute sûr. façon, en France, c'est ça, hein, faut créer son statut. Et 2016, ça a été le début de la vraie pratique de cette cuisine que j'avais apprise au Japon et de développement de cours de cuisine réguliers. C'est-à-dire d'avoir vraiment des Mm. rendez-vous de cours de cuisine collectifs où les gens se retrouvaient. Donc il y a D'accord. eu voilà, entre 2016 et 2018, le développement de ça, de créer sa clientèle, petit à petit, tranquillement. Ça m'a amené de plus en plus de monde, ça a grossi, ça a grossi.
tout en étant toujours un extra, ne pas être forcément ma base financière, on va dire. Et après, je suis tombée enceinte, j'ai eu mon petit garçon Kenzo, et j'ai mis en pause très brièvement pendant juste quelques mois. Bon, j'ai quand même pris un congé parental de 7 mois pour pouvoir être avec lui et l'allaiter. Voilà, c'était un souhait de ma part. Bien. Et de prendre le temps de réfléchir à plein de choses, puisque on a déménagé en même temps, donc il y avait une, bah, toute une nouvelle vie à construire en fait avec un Tout à enfant. fait. Mais au final, je me disais que c'était un travail parfait quand tu avais un enfant, puisque tu pouvais moduler tes horaires, tu vois, contrairement à un travail salarié où c'était plus compliqué. Donc on s'est vraiment mis avec mon mari cet équilibre. Bon, alors toi, tu gardes le petit tel jour, moi je vais faire les cours. J'avais encore mon travail salarié à mi-temps. Donc je travaillais 2 jours par semaine. Voilà. Après, j'ai eu donc des moments avec, des journées avec mon petit. Enfin, tu vois, j'essayais d'équilibrer tout ça jusqu'au Covid, jusqu'à la période Covid, donc en 2019-2020, enfin plutôt 2020 pour nous, où là, je me suis dit, ça va pas le faire. Voilà, ça va être très Ok. compliqué. Ouais. Donc là, évidemment, j'étais dans le cœur des métiers à problème, des métiers qui ne pouvaient pas être, puisque Non essentiel. Voilà, j'étais non essentielle et je Horrible. réunissais les gens, donc j'étais dangereuse. Mais ouais, non, mais c'est horrible d'avoir nommé non essentiel, mais moi je trouve ça scandaleux. Culture plus cuisine. Ah Alors là là, là. double peine, quoi. Complètement. Donc il y en a, ils en ont profité du confinement, etc., pour créer des boîtes, créer des nouveaux projets, etc. Moi, j'étais pas là du tout. J'étais vraiment, qu'est-ce que je vais pouvoir faire derrière tout ça? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pendant la période déjà où on pouvait pas se réunir? Waouh! Et en fait, je me suis dit, j'ai pris sur moi, j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi. Je me suis dit, c'est qu'un temps. Réfléchis peut-être à évoluer différemment. Et à ce moment-là, j'ai reçu un coup de téléphone. J'adore de toute façon tous ces moments de synchronicité qui, après coup, te disent c'est extraordinaire, mais sur le moment, tu es là, mais d'où ça vient? C'était l'appel de Florence, donc la directrice de l'école Vers la table pour laquelle je travaille aujourd'hui, l'école de cuisine végétale du coup, hein, qui me dit, voilà, j'ai un projet d'ouvrir une école de cuisine végétale. On était en plein confinement. Moi, j'étais en train de dire adieu à mon travail, à mon métier, en fait, parce que je me disais, après coup, et d'ailleurs, j'avais raison, hein, si ça dure 1 an, 2 ans, je suis foutue, en fait, je tiendrai jamais, hein, ça va pas le faire. Et elle me sort ça, et je dis, bon, toujours, tu sais, on est toujours à nous, les entrepreneurs, oh là là, Méfiant. qu'est-ce qu'elle me raconte j'ai peur. Et puis je lui dis oui, en gros je lui dis oui, pourquoi pas, enseigner donc la cuisine végétale avec donc cette approche de la cuisine japonaise. Mais en gros, je lui disais, ouais, mais on verra, hein, on se rappelle dans 1 an et on verra. Mais elle était motivée, hein, c'était vraiment, oh, c'est temporaire, la période, il faut penser à tout. Et elle a eu grandement raison d'ailleurs, hein, d'aller au-delà de tout ça. Mais moi, ma problématique, c'était ma propre entreprise. Qu'est-ce que je vais faire demain? C'était au moment T. Ouais. Voilà. Donc après, j'ai continué mes cours. Nous, dans la formation, on avait le droit encore, tu sais, le fait de formation professionnelle, tout ça. Et puis, je faisais des cours avec les masques, j'avais acheté les visières. Quand je repense à ce truc, si mes petits élèves m'écoutent, qu'ils y repensent, là, quand ils devaient mettre leur visière, qu'ils leur faisaient la buée, qu'ils voyaient rien, qu'ils sentaient rien, enfin, c'était n'importe quoi. Mais oui, c'est ça aussi, c'est métier sensoriel, hein, c'est chaud. Hein. Complètement. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas développé l'offre en ligne. Ah oui, j'allais te demander, est-ce que tu t'es testé quand même? Parce que c'est là, à ce moment-là, les gens, ils ont dit, allez, on bascule tout en fond vert, quoi. Exactement. Et je crois que tu m'avais dit que tu avais essayé, mais du coup, vu qu'il n'y avait pas d'odeur, pas de goût, tu pouvais pas le partager, tu étais frustrée, tu as dit non, c'est pas pour moi, j'arrête là. C'est exactement ça. Donc, je l'ai fait 2 fois. C'était super. Hein. Par contre, du coup, j'ai pu toucher une clientèle qui n'était pas de la région et qui appréciait mon travail et qui voulait découvrir. Donc, ils en étaient super heureux et ça m'a apporté quand même beaucoup de positif. Mais clairement, moi, l'expérience culinaire, c'est ça. C'est faire goûter aux élèves, faire découvrir, regarder. Et il y a des choses que tu peux pas mettre dans les recettes. Genre, regardez, là, ça frémit. Alors que pour les gens, qu'est-ce que c'est frémir? Est-ce que c'est un gros bouillon? Non, regardez, c'est ça. Ah ouais, d'accord, je vois. Et à l'écran, avec la caméra, le truc, essayer de montrer la casserole et tout. Enfin, non, ça le faisait pas. T'as la buée sur l'objectif, limite ton truc, il est crade après ton téléphone ou ta caméra. Non, mais vu que tout le monde était connecté,
J'avais Ah plus de non, non. connexion, du coup, ça buguait, j'entendais plus les gens. Enfin, c'est n'importe quoi. Enfin bref, j'ai testé, je Ok. l'ai pas continué. Voilà, pour moi, c'était vraiment l'échange avec les gens en réel et c'est tout, quoi. Et d'accord. Et alors, depuis cette expérience Covid, donc vers la table, t'as contacté, tu t'es dit, allez, go. Et alors, aujourd'hui, ton quotidien, c'est quoi? Donc mon quotidien aujourd'hui, depuis 3 ans, c'est de travailler à l'école de cuisine euh, en tant qu'intervenante, donc sur la cuisine japonaise végétale pour les formations professionnelles de l'école. Et j'enseigne aussi pour les particuliers, toujours cette base de clientèle sur la cuisine japonaise, mais aussi sur la cuisine saine à l'école de cuisine vers la table aussi. Ah, Donc j'ai à génial. la fois les pros, les particuliers et toujours ma clientèle qui venait donc de moi sur la cuisine japonaise. Donc j'ai les 3 terrains, plus les événements privatifs, c'est-à-dire le chef à domicile, donc cuisiner chez les gens, cuisiner pour des petits événements, donc toujours petit, hein, pas traiteur, voilà, je le fais très très ponctuellement, mais c'est pas le cœur de mon travail. Donc aller chez les gens faire des cours de cuisine, des team building, donc cohésion d'équipe dans les entreprises, travailler pour des MJC au contact des enfants, Hmm. donc Super. transmettre toujours pareil avec la cuisine. Voilà, avec la cuisine, avec cet axe fun et bon pour le corps, bon pour l'esprit, mais fun. Je Ouais. précise parce que c'est un peu dur à dire parce que ça fait un peu je frie, mais parce qu'en fait, je pense que j'ai une approche rigolote aussi de la cuisine, très détachée des grands chefs qui se prennent la tête, etc. Tout en restant dans de la précision et tout. Hein. La cuisine, c'est Oui, pas, oui, ça n'exclut pas. ça Hmm. n'exclut pas, mais de l'amener. Allez, viens, on va s'éclater en fait. On a Le 2 heures et demie plaisir. d'atelier, Ouais. on va kiffer, on va rigoler, on va apprendre des trucs et on va rentrer chez soi et on va avoir envie de refaire les recettes. Voilà. Ouais, et puis de revenir aussi. C'est ton Et de gage revenir. aussi de satisfaction, quoi. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose dans mon étude de marché que j'avais pas pris en compte. Je m'étais dit, je vais Ah. toucher cette part de population dans mon travail, mais je m'attendais pas à avoir ce taux de rebond aussi important. D'ailleurs, je les remercie aujourd'hui, hein, parce que sans le cœur de ma clientèle, aujourd'hui, j'en serais pas là. C'est une clientèle très fidèle qui revient beaucoup, qui est, et puis bah, les gens se retrouvent dans les cours, donc il y a un aspect humain qui justement avait beaucoup manqué pendant la période Covid, Oh oui. et les gens ont besoin de ça. Voilà, de se Ouais. retrouver ensemble, même s'ils se connaissent pas, on s'en fiche, on passe un moment, une petite parenthèse dans la vie. Beaucoup de gens viennent en couple ou avec leurs enfants ou leurs grands-enfants, leurs ados, parce qu'ils n'ont plus de lien Hmm. dans leur maison, enfin dans leur De habitation. communication. Ouais. Voilà, ils ont plus d'échanges. Du coup, bah, ils se disent, on va faire une activité ensemble. Et la cuisine, c'est un moyen de garder un lien. Et ça, Hmm, c'est, c'est ah beau. là là, ça c'est mon truc, quoi. Ça, c'est vraiment mon Hmm. truc. Bah, c'est thérapeutique, hein. Oui. Tu vois, en fait, tu fais du bien-être aussi. Oui, c'est ça. Mais Hmm. ça n'a jamais quitté tout ça. Donc, quand j'ai bossé en restauration, quand j'ai fait du chef à domicile, genre pour des gros repas et tout, je n'avais plus ce lien-là. Donc, Hmm. je l'ai continué parce qu'il y avait de la demande, etc. Mais ce qui fait vraiment sens pour moi, c'est la cuisine par la formation, par les cours, par les ateliers. Voilà. Bah, tu as la transmission et puis tu as la Oui, connexion des gens, quoi. et Ça, c'est ça. c'est ça, c'est incroyable. C'est une force incroyable, l'humain, de toute façon. Et je crois que Oui, plus ça va aller, plus on va avoir besoin. Parce que je crois complètement. que, enfin, je pense, c'est sûr même, c'est que le Covid a été extrêmement dur Mm. à vivre, de se méfier les uns des autres. Oui, Ça a aussi mis en lumière un certain individualisme, égoïsme pour certaines personnes. Alors, il y en a qui resteront toujours dans cette voie-là, et puis c'est leur vie, hein, c'est leur choix. Mais je c'est crois ça. qu'il y a un besoin de mise en commun, de tissage à nouveau de relations différemment, certainement, mais intergénérationnelles, avec, comme tu le disais très justement en préambule, avec des métiers qui maintenant sont beaucoup plus de valeur, valorisant, de revenir à l'art, au Oui, travail, tout à fait. à la transmission, parce que l'artisanat, c'est ça, c'est de la Oui, transmission en fait.
Et c'est bien pour ça que moi, j'ai axé ce podcast Artisans, qui c'est vraiment ça, c'est les artisans qui donnent du sens. Et on voit que soit ça a été un choix dès le départ de vie, et les gens ont été soutenus ou ils ont Oui. trouvé la ressource entre eux pour s'épanouir là-dedans dès le départ. Ou alors, il y a eu un événement déclencheur qui fait que tu te poses même plus la question. Tu te dis, je ne peux pas continuer à vivre en dissonance avec deux chemins parallèles. Et j'ai besoin, et d'ailleurs, j'ai besoin de transmettre. Tu vois, là, tout de suite, je pense à Hélène de Potica, qui est céramiste. Après 20 ans de cadre chez la SNCF, elle avait besoin de transmettre à son tour, en fait. Oui. De regrouper les gens et de transmettre. Mais c'est assez marquant, puisque dans les moments de crise dans l'histoire, on vient d'en vivre une énorme. D'ailleurs, on parlait beaucoup de guerre, c'est la guerre, machin, ça revenait tout le temps, mais c'est exactement dans le même. Enfin, ça n'a pas eu les mêmes répercussions, bien entendu. On ne peut pas comparer. Il y a eu des morts les deux, quand même, hein. Mais ouais. Ça a été un choc dans l'histoire, ce sera inscrit dans l'histoire. Tout à fait. Et souvent, d'ailleurs, après les guerres, c'est ça, on veut se ressouder, on veut reconstruire quelque chose. Donc nous, on n'a pas eu de destruction, en tout cas De en ville. Europe, je parle pour nous, tout à fait. parce qu'il y a encore des crises, bien sûr, je pense à l'Ukraine, etc. Mais nous, en Europe, ça a été reconstruire, non pas des bâtiments, mais reconstruire le tissu humain. Tout à fait. Parce que ça a divisé les gens, mais ça les a aussi rapprochés. Il y a eu beaucoup depuis aussi les Gilets jaunes, il y a eu ça, juste avant. Les gens, ils se retrouvaient pour lutter contre quelque chose. Et là, il y a eu quand même, via les forums, via l'entraide. L'entraide a été très présente aussi. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont révélées à ce moment-là. Et après une période de crise, qui continue via la crise économique actuelle, clairement. Tout à fait. Les gens ont besoin de retrouver du simple et du logique, et voilà, tout Et simplement. du local aussi, beaucoup aussi, Voilà. de dire on peut s'aider, je vais aller voir le petit producteur, là je parle juste au niveau alimentaire, mais je vais aller essayer d'ailleurs c'est grâce au Covid aussi, on allait voir les petits producteurs, on n'allait plus en grande surface, et ça il y a beaucoup de gens qui ont découvert, beaucoup de gens qui ont découvert le petit commerçant, le petit producteur, et de se dire je le soutiens à ma manière. Oui, il aurait fallu qu'il continue, puisque en fait aujourd'hui les petits commerces ferment, puisqu'il y a eu du soutien pendant cette période, et puis après tout est revenu à la normale, à l'habitude. À l'habitude, ouais. Et ça n'a pas continué forcément partout. Après, toi, tu es située dans l'ouest de la France, et je sais, en tant que Bretonne et tout ça, que là-bas, c'est très développé. Ou en Vendée, c'est très, très... On se soutient beaucoup en local. Oui, il y a vraiment, vraiment des super... je le vois à travers les réseaux sociaux, des super projets. Il y a une logique différente de nous dans le sud de la France. Du sud, complètement. Et alors, je vais te poser une question. Donc, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui nous écoutent, justement, qui veulent se lancer dans un projet de cœur, ou alors qui sont au creux de la vague, j'allais dire, parce que quand on surfe, c'est plutôt facile, entre guillemets, on ne voit pas trop la vague qui arrive derrière, mais est-ce que tu aurais des conseils à nous donner voilà. Oui, bien sûr. Alors après, évidemment, le mieux, c'est de se faire accompagner, ça c'est clair. Ça, c'est toujours intéressant, puisqu'on n'est pas seul, de prendre, de choisir des personnes qui ont fait ce parcours-là, qui peuvent les aider. On en parlait tout à l'heure, dans le coaching, dans l'accompagnement. Ça peut être une psychologue, ça peut être, donc de pas faire ça seul, puisqu'on peut aussi avoir de la résistance de la part de sa propre famille, etc., des peurs. Donc ça, c'est quelque chose de très important, de se faire aider, accompagner dans son projet. Et évidemment, pour sortir du classique « croyez en votre projet », etc. Bon, ça, c'est logique, mais aussi se laisser le temps. Ça, c'est très important Enfin, en tout cas, moi, en parallèle par rapport à mon histoire que je t'ai racontée, c'est que ça a mis du temps quand même. Bien sûr, ma boîte, elle a aujourd'hui 10 ans, mais j'ai lâché mon travail salarié que depuis 2 ans, en fait. C'est très, très récent. Mais ça n'a démarré qu'au fur et à mesure des années. Ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Alors, peut-être parce que je n'ai pas laissé la place au départ, mais en même temps, quand on a un enfant, c'est en tant que femme, avoir un petit bébé, tu sais ce que c'est. Tu as envie d'en profiter aussi, quoi. Tu as envie d'en profiter aussi. Ouais. Donc, c'est d'être en équilibre avec tout ça, et que c'est pas un échec de garder un travail salarié en attendant de se lancer, si c'est sa propre sécurité et qu'on le sent bien. C'est pas forcément un mauvais choix, c'est ça que je veux dire. Et se laisser le temps de développer son entreprise tranquillement.
Si on y croit vraiment et qu'on sent qu'on a vraiment besoin de lâcher son travail salarié pour se lancer à fond, c'est une chose à faire, ça c'est sûr. Moi, je sais que financièrement, depuis que j'ai tout lâché en salariat, c'est là que ça s'est développé vraiment, hein, clairement. Hein, Hmm. j'ai vu un bond de 30% de mon activité parce Ah, que je me mettais à génial. fond. Parce Ouais, que je tout à me fait. mettais à fond. Donc, en effet, c'est vrai quand tu lâches tout. Mais il faut se laisser le temps de bien étudier son business plan, de se faire bien accompagner, de voir avec sa famille si c'est OK, parce que bah, nous, les auto-entrepreneurs, on travaille 24/7, 24/7, voilà, hein, c'est tout le temps. Puis surtout que tu es mariée avec un entrepreneur aussi. Je suis mariée aussi avec voilà, une personne qui a sa propre entreprise aussi. Donc voilà, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Hmm. Donc on est à l'envers, hein, clairement. Voilà, moi, début de la semaine, je fais plutôt du travail de bureau, mes facturations, mon organisation, ma communication. Par contre, en week-end, je bosse à fond. Donc, il faut que ce soit en équilibre avec sa propre famille aussi. Tout à Si on a fait. des enfants ou qu'on est en couple, il faut que ce soit cohérent et que ce soit OK. Parce que ça, on n'y pense pas, mais quand on se lance à fond dans une entreprise, on n'est pas beaucoup présent ou alors on a des horaires particuliers. Donc il faut que ce soit aussi OK avec la personne avec laquelle on vit, si c'est le cas. Si on est solo, bah voilà, que ce soit en équilibre avec ses Tes propres relations choix. avec ses Hmm. amis, sa famille, etc. Et puis voilà, non, c'est le temps de bien réfléchir comment on veut monter sa boîte, de quelle manière, qu'est-ce qui est important, les piliers qu'on veut garder à tout prix et de suivre son cheminement dans ces valeurs-là. Rester toujours, tu disais très, très justement tout à l'heure, de retourner tout le temps au centre et de dire, OK, quand on voit qu'on s'éparpille, OK, c'est quoi mon pourquoi? Qu'est-ce qui est vraiment important? Quelles sont mes valeurs? Les valeurs personnelles, mais aussi professionnelles. Parfois, ce ne sont pas les mêmes. Bon, généralement, quand on est entrepreneur, les valeurs perso sont les valeurs de sa boîte, hein, parce Complètement, qu'on ouais, on ouais, est bien notre sûr. boîte. Mais Mais c'est vrai que parfois, ouais, faut faut pas pas de. perdre, hein, parce que souvent, pour l'argent ou pour plein d'autres raisons, on est amené à dévier de tout ça. Moi, je l'ai Hmm. fait, hein, des fois sur des grosses prestations qui me faisaient peur, mais qui rapportaient. Bah, je les faisais, mais à contre-cœur, tu vois. Et Avec un stress aujourd'hui, immense. Ouais. mais aujourd'hui, j'en arrive au fur et à mesure du temps. Encore une fois, on y revient, prendre le temps de savoir que finalement, c'est pas ça que je veux. Hmm. Oui, parce que tu Tu peux vois? t'autoriser aussi, parce que aussi accessoirement, et tu l'as très justement dit, là aujourd'hui, tu peux te permettre de refuser peut-être un événement ou une prestation parce que Oui, financièrement, c'est plus confortable. oui. Et de se dire, bah, j'ai gagné aussi en notoriété, j'ai pas besoin d'accepter, j'allais dire, cette pas dévalorisation, mais Oui, mais ce si. projet un peu moins en accord. Oui, c'est ça, Hmm. exactement. Mais ça, c'est possible qu'une fois qu'on a commencé sa boîte, qu'on a tout donné, qu'on est passé par telle expérience pour savoir si ça nous plaisait ou pas. Parce que des fois, ça peut être des bonnes découvertes, hein, se rendre compte. J'aurais pu, par exemple, aimer l'expérience traiteur et me dire, en fait, c'est mon truc, de faire du traiteur, de faire les événements, des mariages, ce que tu veux. Voilà, ça aurait pu être totalement mon truc. Mais voilà, j'ai fait des expériences et j'en ai tiré des conclusions que moi, ce que j'aime, c'est la transmission, c'est les cours de cuisine. Voilà, vraiment. Et qu'est-ce que tu dirais à la petite Clara aujourd'hui? Alors, à quel âge? Parce que, Celle que tu veux. Tu prends celle que tu veux. Celle qui a besoin d'entendre un message. ouais, moi, je dirais finalement à cette Clara plutôt de début de la vie professionnelle active. Enfin, tu vois, la jeune étudiante plutôt. Parce que Hmm. enfant, j'étais sur un petit nuage. Je vivais sur la Côte d'Azur, tout était nickel, j'avais pas encore de doutes, mais les doutes, j'ai commencé à les avoir en devenant adulte, en fait. Voilà, D'accord. je parlerai à la Clara jeune adulte et je lui dirais, voilà, ne perds pas espoir parce que encore aujourd'hui, hein, on fait face à des moments compliqués, difficiles. Ça peut être dans l'entrepreneuriat comme dans notre vie perso, mais voilà, c'est d'y croire et de pas lâcher. Ça, c'est très Hmm. important parce que on a tendance pour préserver sa zone de confort, hein, de pas prendre ces risques-là, mais au final, une vie sans risque, c'est une vie linéaire. Et j'aurais pu très bien finir bibliothécaire, et c'est pas du tout une critique de ce métier, c'est un très très beau métier. Mais je pense que voilà, au bout d'un moment, j'aurais eu l'ennui ou j'aurais eu la tristesse que les gens ils s'intéressent plus à la culture ou des choses comme ça. Et puis la Et flamme à l'intérieur.
de se Voilà. dire, Moi, je suis elle est... quelqu'un de dynamique, tu vois, il faut que je travaille sur le terrain. Et au final, cette part de la Clara apeurée, tu vois, de cette jeune adulte qui sait pas trop et qui va se renfermer dans sa petite bibliothèque parce qu'elle a peur et tout ça, bah voilà, je lui dirais, allez, il faut y croire, let's go, tu peux sortir de ça et, euh, et briller, en fait, tu vois, c'est vraiment ce Oser truc de... briller. Ouais, oser Mm. briller, ouais, c'est ça. Ouais, c'est Je vraiment lui ça. dirais ça. Je lui Mm. dirais ça. Pas avoir peur d'être sous les spotlights. Ah, mais ça, alors ça, c'est une grande thématique qu'on peut traiter en podcast. Ouais. Oser briller, oser se montrer, oser, parce que souvent on a peur de l'échec, mais on a aussi peur de notre propre succès ou de notre propre force. Hein. Faut pas l'oublier. Bien sûr. Et est-ce que tu aurais une Madeleine ou des Madeleines de Proust à nous partager, le truc qui te font kiffer, qui te ramènent de la douceur, du réconfort mais ça peut être l'alimentation, mais pas que. Hein. Tu peux un livre même, tu vois. Oh, les livres, voilà, c'est toute ma vie, mais non, je dirais la bouffe, ouais. Ouais, ma petite Madeleine de Proust, vraiment, c'est donc ce premier voyage au Japon. Donc on est Mm. en 2010. Je découvre cette culture et je découvre le plaisir de goûter à des choses que je n'avais jamais goûté dans ma vie. Et aujourd'hui, c'est un plat très simple, mais que je propose souvent en atelier, mais qui est pour moi indispensable. Ce sont les nouilles soba, donc ce sont des nouilles de sarrasin. Et quand je les ai goûtées la première fois, il y a eu une passerelle extraordinaire entre ma culture bretonne, donc le sarrasin est la base de Mm. tout, hein, les galettes bretonnes, et le Japon. Et en mangeant ces nouilles-là de sarrasin, donc c'était dans un petit bouillon, hein, ça s'appelle le tsuyu, ce petit bouillon qui accompagne les nouilles. Waouh, ça a été, mais en fait, tout est lié. Tu vois, La ça a été révélation. magique. Mm. Ça a été magique. Pourquoi j'ai rencontré un Japonais? Pourquoi je suis bretonne et je me suis retrouvée là et on s'est rencontrés? Il y a une passerelle entre tout ça qui s'est... Oh, tu sais, c'est ces moments un peu bizarres là, un peu... Magique, j'ai des frissons. Ouais, bah ouais, si on touche un peu au spirituel, Mm. mais vraiment c'était comme ça. Et aujourd'hui encore, quand je mange en solo, donc je travaille beaucoup de la maison aussi pour préparer mes ateliers, comme aujourd'hui, voilà, le mardi c'est une petite journée où je travaille de chez moi. Bah, le midi, je vais me faire ces petites nouilles de sarrasin et ça va être un peu Le rituel. voilà, je vais me recentrer sur ça. C'est le lien de tout, mon héritage familial et puis de mon métier aujourd'hui et du Japon et voilà, ce petit réconfort très simple de nouilles. Voilà, ces petits plats de nouilles très simples. Mais au Japon, c'est plein de petits plats comme ça, très très simples, mais qui veulent dire beaucoup. Voilà, c'est Ouais, c'est vraiment trop beau. ce... Puis moi, ce que j'adore dans la culture asiatique, c'est qu'en fait, tu parlais de partage tout à l'heure. Et généralement, tu commandes plein de plats et tu es autour de la table et chacun picore sur les plats à la manière un peu espagnole. Moi, c'est là comme ça que je l'ai découvert, Bah moi, oui, le c'est côté un ça. peu latin partage. Mais moi, j'avais adoré en Asie commander plein de plats et chacun goûter un peu et tu faisais goûter. Je Ouais, le trouve que, partage. ouais, et en France, c'est peu comme ça. C'est chacun prend un grand plat. Il y a moins de je te fais goûter, on partage, on prend plein de choses, de picking, moi, ce que j'appelle. Mais Ouais, c'est ça. Oui, bah au Japon, c'est très participatif, hein. mm, Bon, après, on a une expérience aussi assez individuelle, hein. Au Japon, il y a aussi des moments où il y a beaucoup de gens qui mangent seuls au restaurant, chose qui se fait pas trop en France, tu vois, sauf en déplacement pro. Mais voilà, généralement, c'est plutôt partagé le repas, mais il y a aussi ces moments au Japon où on est centré sur soi et un peu une forme de méditation, tu vois. mm. Mais globalement, on est sur des plats partagés, hein. Clairement, en Asie, c'est ça, plein de petits plats au centre, et puis on déguste avec son petit bol de riz, tous ces petits plats partagés, quoi. Le cliché. Ouais, c'est Bon, ça. bah, merci beaucoup Clara d'avoir partagé tout ça avec nous et j'espère vraiment que ce parcours vous aura donné envie de suivre vos rêves, de vous faire confiance et de transmettre à votre tour votre passion. N'hésitez pas à noter ce podcast et surtout à le partager. Et je te souhaite une très belle journée, Clara, sous le soleil. Oui, merci à toi aussi. À À bientôt. bientôt.